L'intelligence artificielle, l'IA, on n'entend que ça partout, tout le temps. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Ce n'est plus juste un concept de science-fiction, c'est un outil qui est déjà en train de changer notre façon de travailler, de créer, de vivre. Alors, il est grand temps de décrypter tout ça. Ensemble, on va plonger dans le sujet pour comprendre ce que c'est, comment ça marche et surtout, comment s'en servir intelligemment. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par faire le tri entre les mythes et la réalité. Ensuite, on ira voir ce qu'il y a sous le capot, au cœur des modèles de langage. Puis, on apprendra l'art de bien leur parler. Après ça, on regardera les risques en face, parce qu'il y en a. Et on finira par se poser la question, et nous, quelle est notre place dans tout ça ? Allez, on attaque. Première étape, on fait un peu de ménage dans les idées reçues. L'idée ici, c'est simple. Mettre au clair ce que l'IA est et surtout ce qu'elle n'est pas. On commence donc par la question à 1 million. L'IA, c'est quoi pour de vrai ? On a cette impression qu'elle a débarqué de nulle part il y a quelques mois, mais la réalité, elle est bien plus complexe que ça. En fait, l'idée de l'intelligence artificielle, elle ne date pas d'hier, elle remonte aux années 50. Alors pourquoi cette explosion aujourd'hui ? Eh bien, ce n'est pas l'idée qui est nouvelle, c'est le contexte. On a enfin le cocktail parfait. D'un côté, une puissance de calcul qui était inimaginable, et de l'autre, des montagnes de données. La révolution actuelle, c'est l'aboutissement de décennies de travail. Premier mythe à déconstruire, et il est essentiel, une IA moderne, ce n'est pas un algorithme comme les autres. Un algorithme classique, c'est comme une recette de cuisine. Si on suit les instructions à la lettre, on obtient toujours le même gâteau. C'est déterministe. Une IA, elle, est probabiliste. Posez-lui 2 fois la même question, et il y a de fortes chances que la réponse soit un peu différente. Elle ne suit pas un chemin, elle calcule le plus probable. Et ce n'est pas non plus un moteur de recherche amélioré. Quand on utilise Google, il va chercher, retrouver et classer des pages web qui existent déjà. Une IA générative, son nom l'indique, elle crée quelque chose de nouveau. Elle ne va pas chercher une réponse dans une base de données, elle la fabrique, mot après mot, en se basant sur tout ce qu'elle a appris. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement ? Comment est-ce qu'une machine arrive à parler, à créer du texte qui a du sens ? La réponse se cache dans son moteur, ce qu'on appelle les modèles de langage. Le secret, il tient en 3 lettres. LLM, pour Large Language Model, ou en français, Grand Modèle de Langage. Et là, il faut oublier toute idée de conscience ou de compréhension. À la base, un LLM est une machine à deviner. Sa seule et unique mission, c'est de prédire statistiquement quel est le mot le plus probable pour continuer une phrase. C'est tout. Mais c'est l'échelle à laquelle il fait ça qui change absolument tout. Et quand on parle d'échelle, le mot est faible. On parle de modèles entraînés sur environ 200 000 milliards de tokens. Un token, c'est un mot ou un bout de mot. C'est un volume de texte qu'un humain ne pouvait même pas imaginer lire en plusieurs vies. Et c'est de cette messe de données incroyable qu'émergent ses capacités. Et qu'est-ce qu'elle a mangé pour apprendre tout ça ? Principalement du web, des pages, des articles, des forums. Mais aussi du contenu plus structuré, comme des encyclopédies, du code informatique et un peu de littérature. Et c'est crucial de comprendre ça, parce que toute la connaissance du modèle, mais aussi tous ses biais, viennent de ce mélange. Si le web est sexiste ou raciste, l'IA le sera aussi. Cette analogie, elle est parfaite. Imaginez un synthétiseur géant. La fenêtre de contexte de l'IA, c'est sa mémoire à court terme, les notes de musique qu'on lui donne. Ces milliards de réglages, ce sont ses paramètres, son expérience. Le synthé ne comprend pas la musique, mais il a tellement analysé de morceaux qu'il sait, statistiquement, quelles notes sonnent bien ensemble pour créer une mélodie qui tient la route. L'IA fait exactement la même chose, mais avec des mots. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la mécanique, on passe à la pratique. Parce que savoir parler à une IA, c'est devenu une vraie compétence. Ça a même un nom, le prompt engineering. La meilleure image à garder en tête, c'est celle de l'assistant. Un assistant ultra rapide, avec une culture générale phénoménale, mais qui n'a aucune initiative, aucun bon sens. Il fera exactement ce qu'on lui demande, ni plus ni moins. Donc la qualité de sa réponse dépend à 100% de la qualité de notre demande. Et pour faire une bonne demande, il y a une méthode quasi magique. Il suffit de penser à ces 4 piliers. D'abord, on lui donne un rôle, agit en tant qu'expert en storytelling. Ensuite, on lui donne le contexte. Voici mon produit, voici ma cible. Puis, un objectif clair. Écris-moi 3 accroches publicitaires. Et enfin, on précise le format, sous forme de liste à puces. Avec ça, une question vague devient une instruction redoutable d'efficacité. Mais attention, cet outil est si puissant qu'il peut être dangereux. Il faut absolument connaître ses limites pour s'en servir de manière responsable. Et c'est là qu'on doit parler des fameuses hallucinations. Alors, une hallucination, qu'est-ce que c'est ? C'est quand l'IA génère une réponse qui a l'air parfaitement juste, bien écrite, très sûre d'elle, mais qui est complètement fausse, inventée de toutes pièces. L'IA ne ment pas exprès, elle n'a pas d'intention. Elle ne fait qu'assembler les mots qui lui semblent les plus probables, même si le résultat est factuellement faux. Et pourquoi elle fait ça ? Ça peut venir d'une question trop vague, ou de données d'entraînement qui contenaient déjà des erreurs. Mais la raison principale, c'est qu'il ne faut jamais l'oublier. L'IA n'a aucun mécanisme de vérification des faits.
Elle ne sait pas ce qui est vrai, elle sait juste ce qui est statistiquement probable. La clé, c'est donc de savoir quand lui faire confiance. Pour trouver des idées, pour écrire un premier brouillon, pour résumer un long document, c'est un outil formidable. Mais pour prendre une décision médicale ou financière, ou pour obtenir un fait précis qui doit être exact, c'est dangereux. La règle d'or, pour la créativité, oui, pour la responsabilité, non. Et au-delà des hallucinations, il y a 5 grands domaines de risque à toujours avoir en tête. La sécurité de nos données, les questions de propriété intellectuelle, les biais qu'elle peut reproduire et amplifier, la fiabilité de ses réponses, et bien sûr, son potentiel pour créer de la désinformation à grande échelle. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière partie, la plus prospective. Face à cet outil si puissant et si imparfait, quelle est notre place? Comment notre travail va-t-il évoluer? On peut imaginer l'intégration en 3 grandes étapes. Aujourd'hui, on est surtout dans le travail assisté. L'IA nous aide à faire mieux et plus vite. Demain, on passera au travail augmenté, où l'IA nous permettra de créer des services qui n'existaient pas avant. Et à plus long terme, certaines tâches seront remplacées. L'IA s'occupera de l'exécution et l'humain deviendra le stratège, le superviseur. Et c'est peut-être ça le point le plus important de tout cet exposé. La vraie révolution, ce n'est pas l'IA toute seule, ce n'est pas l'humain tout seul non plus, c'est la qualité de la collaboration entre les deux. Le véritable enjeu, il est là. Construire la meilleure synergie possible entre notre intelligence et l'intelligence artificielle. Alors comment on fait pour rester pertinent dans ce monde qui arrive? Eh bien, en se concentrant sur tout ce que l'IA ne sait pas faire. La créativité pure, le jugement critique, l'intelligence émotionnelle, la vision stratégique, toutes ces compétences profondément humaines deviennent encore plus précieuses qu'avant. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. L'IA sera-t-elle une simple assistante, une véritable partenaire de travail ou une remplaçante pour certaines de nos tâches? En fait, la réponse dépend de nous, de la manière dont on choisira de l'utiliser, de la maîtriser et de collaborer avec elle. C'est à nous de construire la suite.